Cette nuit-là, le vent était une bête hurlante, une clameur sauvage qui dévalait les pentes du massif des Écrins. La neige, soulevée en tourbillon d'aimant, redessinait le paysage en une page blanche et glaciale. Au milieu de ce chaos, une enfant de 5 ans avançait, les pieds nus dans la neige épaisse, ses bras minuscules enserrant 2 fardeaux emmaillotés contre sa poitrine. Son nom était Manon Dubois, et si son mouvement cessait, la vie de ses jeunes frères s'éteindrait. Avez-vous déjà été témoin de la lutte d'un enfant contre les éléments, tel un guerrier protégeant son unique trésor? Suivez-moi, car les événements qui vont se dérouler dans cette vaste maison d'architectes modernes, isolée dans les Alpes, vont d'abord fendre votre âme avant de la ressouder d'une façon inoubliable. La respiration de Manon formait de petits nuages de panique qui gelaient instantanément dans l'air glacial. Chaque pas était un effort herculéen, s'enfonçant dans une poudreuse qui menaçait de l'engloutir. Son anorak était dérisoire, ses moufles saturés d'eau glacée. Sous la couverture qu'elle pressait contre elle, les jumeaux, Léo et Lucas, laissaient échapper de faibles plaintes. Leurs petits doigts étaient rigides et cireux, leurs cris presque entièrement couverts par le fracas du vent. « Courage, on y est presque », chuchota Manon, bien qu'autour d'elle il n'y eût que le vide blanc. Le son de sa propre voix était une ancre dans la tourmente. À 5 ans, elle était devenue ce soir-là la gardienne de sa fratrie. Derrière elle, le petit chalet en bois qui leur avait servi d'abri était probablement déjà une simple ondulation sous la neige. Sa mère avait promis de revenir, d'aller chercher de l'aide, mais elle n'était pas revenue. Ces dernières paroles résonnaient en Manon, « Si quoi que ce soit arrive, trouve ton oncle Nicolas. Il saura prendre soin de vous. » Manon marchait donc vers le nord, s'accrochant au souvenir ténu d'une demeure immense que sa mère appelait le palais de verre sur la colline. Elle ignorait sa position exacte, mais elle sentait que l'immobilité signerait l'arrêt de mort de ses frères. Le vent redoubla de violence, ses rafales cinglant son visage comme des lanières de fouet. Les flocons aveuglaient ses yeux, mais à travers le voile blanc, elle distingua un point de lumière dorée, vacillant mais indéniable. Son cœur s'emballa. La maison. La chaleur. Elle accéléra, trébuchant, courant presque, rampant parfois. Son pied heurta une racine gelée. La chute fut brutale. Instinctivement, elle pivota pour amortir le choc avec son propre corps, protégeant les bébés. Une douleur aiguë lui lança dans le genou, mais aucune larme ne coula. Son regard se porta sur les jumeaux. « N'ayez pas peur », souffla-t-elle. « Léo, Lucas. Maman a dit que tonton Nicolas est bon. Il va nous aider. Il le faut. » Quand elle parvint enfin devant un portail monumental en fer forgé, ses forces l'abandonnaient. Ses jambes étaient parcourues de tremblements incontrôlables. La maison d'architecte derrière le portail avait une allure spectrale, ses baies vitrées projetant des lueurs ambrées dans la nuit neigeuse. Une longue allée montait en serpentant jusqu'à une entrée massive, tout en verre. Elle entreprit l'ascension, un pas laborieux après l'autre, ses petites bottes laissant des traces éphémères, aussitôt balayées par le vent. À mi-parcours, sa vue se voila. Le monde tangua. Elle colla sa joue contre la tête des jumeaux, y cherchant une dernière trace de chaleur. « S'il vous plaît », pria-t-elle dans un souffle. Encore un petit effort. À l'intérieur, le docteur Nicolas Moreau savourait un verre de vin rouge lorsque le son lui parvint un tambourinement fragile, désespéré, qui perçait à peine le mugissement de la tempête. Son premier réflexe fut de l'ignorer. Qui oserait s'aventurer ici par une nuit pareille? Mais une insistance dans ce bruit, à la fois net et frêle, alerta ses sens. En ouvrant la lourde porte, il fut assailli par une bourrasque qui fit voler la neige jusqu'au milieu de son hall en marbre. Et là, gisant à ses pieds, une silhouette minuscule, les cheveux blonds figés par le gel. Son visage était d'une pâleur alarmante, et elle serrait dans ses bras 2 paquets inertes. Le souffle lui manqua. Ses années de pratique chirurgicale l'avaient blindé contre la panique, mais cette vision c'était d'une autre nature. Il s'agenouilla, rassemblant les 3 enfants contre lui. « Monique » lança-t-il vers la cuisine. « Appelez une ambulance, vite !» Sa gouvernante accourut, se pétrifia en voyant la scène, puis laissa échapper un hoquet de stupeur. Juste ciel, mais ce sont des nourrissons. Nicolas se dépouilla de son manteau pour envelopper Manon, tout en cherchant d'une main fébrile le pouls des bébés. Il était filant, mais présent. Alors qu'il les rentrait à l'abri, un objet petit et froid tomba de la couverture. C'était un bracelet en argent, portant une gravure presque effacée. Il le saisit au vol,
et son univers vacilla. Les lettres formaient un nom, propriété de Sandrine Dubois. Son cœur cessa de battre. Ce nom. Ce nom qu'il avait banni de sa vie, le nom de sa sœur avec qui il avait rompu tout contact des années auparavant, la sœur à qui il avait juré son impardon. Le feu dans la cheminée s'embrasa tandis que Monique revenait avec des serviettes chaudes et du lait. Nicolas installa les jumeaux près de l'âtre, contrôlant leur respiration, son esprit en ébullition. Comment était-ce possible? Les enfants de Sandrine? Sa nièce et ses neveux. La petite fille s'agita, ses lèvres bleues y frémirent. Elle ouvrit les yeux un vert intense, le vert inoubliable de Sandrine. Son regard, bien que confus, était empreint d'une incroyable détermination. « Vous êtes mon oncle Nicolas ?» Sa voix n'était qu'un filet d'air. Maman a dit. « Que vous nous aideriez. » Ces mots le transpercèrent plus sûrement qu'un scalpel. Pour la première fois depuis une éternité, le docteur Nicolas Moreau sentit son masque de contrôle se fissurer. Il attira les enfants plus près de lui, la lueur des flammes dansant sur son visage, et répondit d'une voix douce, « Vous êtes en sécurité, ma petite. Je suis là. » Dehors, la tempête continuait sa danse macabre, effaçant toute trace du monde. Dedans, pour la première fois en 10 ans, le silence de la grande maison fut brisé par les sons de la vie, un vagissement fragile, une respiration saccadée, le murmure d'un espoir retrouvé. Nicolas ignorait encore les circonstances de leur arrivée, et le secret poignant que les jours suivants allaient révéler. Mais en contemplant cet enfant qui avait bravé un enfer blanc pour sauver ses frères, une évidence le frappa avec la violence du blizzard, l'amour, même lorsqu'on le croit enseveli sous la glace de l'oubli, finit toujours par retrouver son chemin. La nuit était à son apogée quand le docteur Nicolas Moreau franchit le seuil de sa demeure avec les 3 petits corps. Le feu prit vie dans l'âtre, et Monique Martin, sa fidèle gouvernante, se hâta d'apporter des couvertures et du lait tiède. Elle s'immobilisa en voyant le visage de la fillette, ses lèvres exsangues, ses paupières papillonnantes, et les 2 nourrissons blottis contre elle. « Miséricorde » souffla-t-elle. « Ce sont de si petits bébés. » Les gestes de Nicolas étaient précis, presque automatiques, mais son cœur cognait dans sa poitrine comme il ne l'avait pas fait depuis des lustres. « Il faut les réchauffer, et vite, ordonna-t-il. Serviettes chaudes, bouillottes, tout ce que vous trouverez. » En l'espace de quelques minutes, le somptueux salon de sa maison de verre, d'ordinaire si froid et impersonnel, se mua en une unité de soins intensifs improvisés. La tempête, dehors, se pressait contre les vitres, rappel obsédant que la mort avait failli l'emporter. Manon Dubois reposait sur un canapé, drapé dans des plaids de laine, ses cheveux encore humides. Ses petits doigts restaient crispés sur le tissu qui enveloppait ses frères. La peau des jumeaux était blafarde, leur respiration à peine perceptible. Nicolas agissait en silence, réchauffant du lait tandis que Monique massait les extrémités des bébés. Sa pratique médicale était loin derrière lui, mais l'instinct primait surtout. Il glissa un thermomètre sous le bras d'un des nourrissons, puis de l'autre. 23 degrés, dit-il à voix basse. Hypothermie sévère, mais ils sont en vie. Monique lui passa une autre serviette. Il frictionna les membres d'un des bébés jusqu'à ce que de faibles vagissements se fassent entendre. Ses cris ténus, désespérés, mais vivants provoquèrent une fissure en lui. Une douleur qu'il avait refoulée depuis les obsèques de sa femme, 10 ans plus tôt, refit surface. Lorsque Manon reprit conscience, sa voix était si faible qu'il faillit ne pas l'entendre. « Mes frères, ils vont bien ?» Ses yeux verts, intenses même à la lueur des flammes, sondaient son visage. « Ils sont hors de danger », assura Nicolas en s'agenouillant près d'elle. « Et toi aussi. » Sa petite main se referma sur son poignet. « Maman a dit que vous nous aideriez. » Il se raidit, son pouls manquant un battement. « Comment as-tu dit ?»« Maman a dit, » répéta-t-elle, sa voix hachée, « oncle Nicolas nous aidera. » « Elle m'a dit de vous chercher. » Il resta un long moment sans pouvoir respirer. « Oncle Nicolas. » L'appellation résonna en lui comme un coup de tonnerre. Il examina le visage de l'enfant, y décelant l'ébauche d'un sourire qui lui était atrocement familier. Sa sœur Sandrine avait ce même sourire dans leur jeunesse, cette même mâchoire volontaire, cette même lueur dans le regard avant que la vie ne les meurtrisse tous les 2. « Monique, dit-il d'une voix blanche, la couverture, s'il vous plaît. » Elle la souleva du sol avec précaution, et un petit objet en tomba, un bracelet d'argent, patiné par le temps, dont la gravure fit se brouiller la vue de Nicolas. Propriété de Sandrine Dubois.
le vacarme de la tempête sembla s'évanouir. Il fit tourner le bijou entre ses doigts, en suivant le tracé des lettres. Sandrine. La sœur qu'il avait tant aimée, puis reniée par orgueil et par colère, celle qu'il s'était juré de ne plus jamais revoir après son départ avec un homme qu'il exécrait. Il s'était persuadé d'en avoir fini avec les liens du sang. Et voilà que ces liens, sous la forme de 3 enfants, lui étaient littéralement livrés par une nuit de blizzard. Les yeux de Monique s'embuèrent. Serait-ce? Nicolas acquiesça lentement, la gorge nouée. Il n'y a pas de doute. La lueur du feu se reflétait sur les parois de verre, et pour la première fois en une décennie, la maison parut habitée, vivante, imparfaite, vibrante d'humanité. Nicolas veilla les enfants toute la nuit. Régulièrement, il vérifiait la chaleur des mains des jumeaux, tendait l'oreille pour capter le rythme de leur souffle. Manon, levée sous une épaisse couverture, ne lâchait pas la manche de sa veste, comme pour s'assurer qu'il ne s'évanouirait pas. Il resta là jusqu'aux premières lueurs, le regard perdu dans les flammes, le fardeau de la culpabilité s'alourdissant sur ses épaules. Depuis quand Sandrine était-elle dans cette situation? Pourquoi ne l'avait-elle pas contacté? Quel genre de frère était-il devenu, lui qui, aveuglé par sa réussite, n'avait même pas vu sa propre sœur sombrer? Avec l'aube, la tempête s'apaisa. Les montagnes se dressaient, sereines, sous un ciel purifié. Manon fut réveillée par un parfum de crêpes et de café. Elle battit des paupières, déroutée par les volumes de la pièce et le crépitement du feu. Depuis la cuisine, Monique lui adressa un doux sourire. « Bonjour, ma belle. Tu dois avoir faim. » Manon opina timidement. « Mes frères dorment à poing fermé, » ajouta Monique en montrant le canapé où Léo et Lucas, les joues de nouveau roses, dormaient paisiblement. Nicolas s'approcha, une assiette et une tasse à la main. Il déposa devant elle les crêpes découpées, accompagnées de sirop. « Mange, dit-il avec douceur. Tu l'as bien gagné. » Manon observa l'espace autour d'elle, les murs de verre, le marbre blanc, le piano à queue et son visage se contracta. « C'est trop grand ici, » souffla-t-elle. « Et trop silencieux. » Il balaya la pièce du regard et dut convenir qu'elle avait raison. Ce lieu n'était plus qu'un mausolée dédié à la solitude. C'était silencieux, concéda Théil. Mais c'est terminé. Après le petit déjeuner, Manon le rejoignit à la fenêtre. La chaîne de montagnes s'étalait à perte de vue sous le soleil qui faisait étinceler la neige. « C'est beau », admit-elle en posant la main sur la vitre froide. « Maman disait que tu aimais la neige. Que tu habitais une maison de lumière. » Le souffle de Nicolas se bloqua. « Elle disait ça ?» Manon confirma d'un signe de tête. « Elle disait que tu étais fâché contre elle, mais qu'un jour, tu lui pardonnerais. » Ces mots le heurtèrent avec plus de force que n'importe quelle bourrasque. Il se détourna, la mâchoire contractée, les yeux piquants. Le pardon. Un mot qu'il avait rayé de son vocabulaire. Mais en observant Manon, ce courage incroyable dans un si petit corps, cette flamme dans son regard, il se demanda si le pardon ne venait pas de franchir sa porte, sous les traits d'une enfant. Plus tard dans la matinée, tandis que Monique s'occupait des jumeaux, Nicolas reprit sa place près du feu, faisant rouler le bracelet d'argent entre ses doigts. La gravure brillait faiblement. « Sandrine, qu'as-tu fait ?» se demanda-t-il à voix haute. La question flotta dans la pièce comme une incantation. Dehors, le monde était d'un calme absolu. Dedans, pour la première fois en 10 ans, le milliardaire qui se croyait comblé comprit qu'il avait perdu de vue l'essentiel. Il l'ignorait encore, mais l'instant où Manon Dubois avait passé son seuil, le cours de son existence avait été irrémédiablement altéré. La demeure, autrefois symbole de sa réussite, devenait le théâtre de sa rédemption, et le prologue d'une histoire plus glaciale et plus magnifique encore que la tempête qui l'avait initiée. La lumière du jour, douce et dorée après le long blizzard, inondait la maison de Nicolas. Le monde extérieur était d'une beauté pure et silencieuse, mais à l'intérieur, l'atmosphère était chargée de questions en suspens. Le docteur Nicolas Moreau, assis à la grande table de la salle à manger, contemplait une tasse de café froid et le petit bracelet d'argent posé à côté, gravé des mots, propriété de Sandrine Dubois. En face de lui, Manon, concentrée, dessinait avec des crayons de couleur que Monique avait dénichés. Quand elle eut terminé, elle lui montra fièrement son œuvre. « C'est maman », annonça-t-elle. Le personnage en bâton avait des cheveux blonds, un grand sourire, et tenait par la main 3 petits enfants.
Nicolas eut du mal à déglutir. C'est un très beau dessin, dit-il d'une voix sourde. Elle était très belle, enchaîna Manon, comme une évidence. Elle me chantait des chansons en me coiffant. Elle pencha la tête. Tu sais où elle est? La question le percuta de plein fouet. Il esquissa un sourire qui ne trompa personne. J'essaie de la retrouver, ma puce. Il avait passé la matinée au téléphone, contactant les hôpitaux de Paris, Marseille et Bordeaux. En vain. Aucun établissement n'avait de patiente au nom de Sandrine Dubois. Chaque « désolé, monsieur » était une nouvelle entaille. Monique lui apporta un autre café et un encas pour Manon. « Vous la retrouverez » lui murmura-t-elle en posant le plateau. « J'en suis certaine. » Mais Nicolas, lui, doutait. Leur dernière rencontre, dans ce même hall, avait été une violente dispute. Il l'avait accusée de brader sa vie. Elle lui avait hurlé qu'il ne savait rien de l'amour. Il avait claqué la porte, se jurant de ne plus jamais l'ouvrir pour elle. Et des années plus tard, la porte s'était ouverte sur son enfant, demandant de l'aide. Après le repas, Manon tira sur sa manche. Maman parlait d'une dame qui l'aidait. Dans un bureau plein de dossiers. Elle s'appelait Valérie. Je crois qu'elle avait des cheveux couleur de tournesol. Nicolas se figea. Une assistante sociale. Je ne sais pas, dit Manon en haussant les épaules. Elle donnait du thé à maman quand il faisait froid. Il saisit son téléphone et lança une recherche. En moins d'une heure, il trouva une correspondance, Valérie Leclerc, assistante sociale à Paris, spécialisée dans le soutien aux familles. Il composa le numéro. La voix à l'autre bout du fil était posée, professionnelle. Valérie Leclerc, j'écoute. Docteur Nicolas Moreau. Je vous appelle au sujet d'une personne que vous avez peut-être suivie, Sandrine Dubois. Un silence se fit. Vous êtes son frère. Le ton de Valérie s'adoucit. Nous cherchions à la contacter. Elle a disparu il y a 3 semaines. Son état de santé se dégradait. Elle refusait d'être hospitalisée pour ne pas être séparée de ses enfants. La gorge de Nicolas se serra. Quel état de santé? Une leucémie, répondit Valérie à voix basse. Elle était très affaiblie, docteur Moreau. Mais elle avait une volonté de faire. Trop, peut-être. Elle répétait sans cesse que son frère finirait par lui pardonner. Il s'adossa à sa chaise, fermant les yeux. La culpabilité l'enveloppa comme un linceul. Toutes ces années de silence, toutes ces lettres jamais envoyées. Valérie poursuivit, sa dernière adresse connue était une petite pension de famille dans les quartiers de Lyon. Elle est partie avant la fin de son bail. Je peux vous la communiquer. Je vous en prie, dit Nicolas. Sa voix était ferme, mais ses mains trahissaient son trouble. Quand il raccrocha, Manon l'observait depuis la fenêtre. Oncle Nicolas? Demanda-t-elle. Maman est malade? Il s'accroupit près d'elle, dégageant une mèche de son front. Oui, depuis quelque temps. Mais nous allons la retrouver. C'est une promesse. Manon acquiesça gravement. Alors, il faut faire vite. Elle a toujours froid. Cette nuit-là, le sommeil fuit Nicolas. Il resta longtemps près de l'âtre, le visage éclairé par les flammes dansantes. Le bracelet sur la table était le symbole étincelant de tout ce qu'il avait perdu et devait maintenant reconquérir. Il revit Sandrine enfant, dévalant avec lui les collines enneigées des Vosges, son rire cristallin résonnant dans la vallée. Elle était si vive, si tendre. Comment avait-il pu en arriver là? Au lever du jour, il prépara le Renault Kangoo, le chargeant de couverture, de couches et de tout le nécessaire pour les jumeaux. Monique déclara qu'elle les accompagnait, il vous faudra de l'aide pour les petits. Manon s'installa à l'arrière, serrant le dessin de sa mère comme une relique. Je me souviens d'autre chose, dit-elle alors qu'ils s'engageaient sur la route de montagne. Maman aimait un café. Les murs étaient bleus et ça sentait la cannelle. C'était près de l'eau. Nicolas croisa son regard dans le rétroviseur. Un café bleu au bord de l'eau, répéta-t-il pour graver l'information. Plusieurs heures plus tard, ils approchaient de Lyon. La neige se faisait plus rare. La ville se dressait au loin, une silhouette de verre et de béton sous un soleil hivernal. Ils commencèrent leur enquête, montrant la photo de Sandrine dans les commerces et les centres d'accueil.
La plupart des gens secouaient la tête, mais une vieille dame dans une supérette leur indiqua un établissement au bord de la rivière. Le café bleu de la Saône, vous voulez dire, précisa-t-elle. Une gentille dame. Elle venait de temps en temps, demandait s'il cherchait du personnel. En arrivant, ils reconnurent immédiatement la description de Manon, les murs bleus, l'arôme de cannelle et de café. À l'intérieur, une jeune serveuse identifia la photo. Oui, dit-elle avec tristesse. Elle est venue il y a quelques semaines. Elle semblait épuisée. Elle s'est assise là, près de la fenêtre, à regarder la Saône. Elle disait qu'elle attendait quelqu'un. La voix de Nicolas n'était qu'un souffle. A-t-elle précisé qui? Juste, mon frère va venir. Il l'a promis un jour. Nicolas resta sans voix. Il se tourna vers la place où sa sœur s'était assise, où elle avait espéré. Dehors, l'eau de la Saône miroitait. Elle avait gardé foi en lui, malgré tout, malgré toutes les raisons qu'il lui avait données de ne plus y croire. Dans la voiture, sur le chemin du retour, Manon s'assoupit contre lui. On va la trouver, murmura-t-elle. Maman disait que les jambons finissent toujours par se retrouver. Il la regarda, cette petite fille héroïque qui avait porté ses frères à travers un blizzard, et sentit un verrou sauter en lui. Sa fortune, sa maison, sa réputation, tout cela était devenu insignifiant. Seule comptait la famille qu'il avait reniée, la sœur qu'il avait laissée tomber, et la promesse qu'il était enfin déterminé à honorer. Alors que les lumières de la ville commençaient à scintiller, Nicolas se fit un serment silencieux, « Accroche-toi, Sandrine. J'arrive. » À côté de lui, Manon esquissa un sourire dans son sommeil, comme si elle l'avait entendu. La respiration régulière des jumeaux emplissait l'habitacle, rythme de vie retrouvé dans le froid. Quelque part dans cette ville, une femme nommée Sandrine Dubois attendait. Et pour la première fois depuis des années, Nicolas Moreau eut la certitude d'être exactement là où il devait être. Le couloir de l'hôpital de Lyon avait une odeur aseptisée, mêlée à celle de la pluie. Les pas de Nicolas résonnaient sur le sol alors qu'il suivait l'infirmière. Son cœur battait la chamade. Derrière lui, Manon tenait la main de Monique, son dessin de l'autre. « Maman est ici » chuchota-t-elle. Nicolas ne put qu'acquiescer. En arrivant devant la chambre 314, l'infirmière ouvrit doucement la porte. La lumière du jour, tamisée par les stores, dessinait des zébrures sur les draps. Une femme d'une grande fragilité y était allongée, les cheveux blonds, le teint cireux. Mais quand elle ouvrit les yeux, ces mêmes yeux verts que ceux de Manon, Nicolas cessa de respirer. « Sandrine » souffla-t-il. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, incrédules. « Nicolas !» L'espace d'un instant, le temps se contracta. Les années de silence, de fierté et de remords se dissipèrent. Manon lâcha la main de Monique et courut. « Maman !» Sandrine tenta de se redresser, tendant des bras tremblants vers sa fille. Manon se jeta contre elle, le visage enfoui dans son épaule, leurs larmes se mêlant. « Mon trésor » murmura Sandrine d'une voix brisée. « Tu m'as retrouvé. » Nicolas, pétrifié sur le seuil, était incapable du moindre mouvement, de la moindre parole. Quand Sandrine posa de nouveau les yeux sur lui, son regard s'adoucit, un faible sourire se dessina sur ses lèvres. « Tu es venu » murmura-t-elle. « Tu es vraiment venu. » Il s'approcha enfin, la gorge serrée. « J'aurais dû venir bien avant. » La main de Sandrine tremblait en cherchant la sienne. « On était si jeunes, Nicolas. On a dit des choses si dures. » « J'ai dit des choses dures, » rectifia-t-il. « C'est toi qui avais raison sur l'amour. J'étais trop orgueilleux pour l'admettre. » Elle eut un petit rire qui se mua en quinte de tout. « L'orgueil, c'est une drôle de chose. Ça vous réchauffe un temps, et puis ça vous consume. » Il prit une chaise et s'assit, prenant sa main glacée. « Pardonne-moi, Sandrine. Pour tout. Pour ne pas avoir été là. » Ses doigts exercèrent une faible pression. « Tu es là maintenant. C'est tout ce qui compte. » Un long silence s'installa, seulement troublé par le bip régulier des appareils et les gazouillis de Manon qui s'occupait des jumeaux dans un coin de la chambre. La petite famille, éclatée et maintenant réunie, semblait se réchauffer à leur propre contact. Sandrine l'observait. « Ils te ressemblent » dit Nicolas en désignant les bébés. « Ils ont ses yeux à lui » répondit-elle, la voix soudainement dure.
Nicolas marqua une pause. Manon a parlé de leur père. Sandrine fixa la fenêtre striée de pluie. Stéphane Leroy, dit-elle avec amertume. Il était séduisant, au début. Mais quand il n'y a plus eu d'argent, il a montré son vrai visage. La nuit où il m'a frappé, je suis parti. Les poings de Nicolas se crispèrent. Il t'a frappé? Elle acquiesça. Plusieurs fois. Je ne voulais pas y croire. Je pensais pouvoir le changer. Mais Manon a vu. C'était la fois de trop. Il se leva, faisant les 100 pas. Il ne vous approchera plus jamais. J'y veillerai personnellement. Nicolas, l'interrompit-elle doucement. Ne gâche pas ton énergie à le haïr. Promets-moi juste de t'occuper d'eux. Des trois. Il s'arrêta net. Ne dis pas ça. Tu vas te battre. On trouvera les meilleurs spécialistes, Nicolas. Sa voix, bien que faible, était ferme. Je sais où je vais. Et je suis en paix avec ça. Il secoua la tête, la voix étranglée par l'émotion. Non. Pas encore une fois. Je t'ai déjà perdu. Pas 2 fois. Elle lui sourit tristement, essuyant une larme sur sa joue. Alors ne me perds pas. Garde-moi vivante. Elle montra Manon et les jumeaux. En eux. Dans chaque souvenir que tu partageras, à chaque gâteau d'anniversaire. Il ne trouva rien à répondre, se contentant de serrer sa main plus fort, comme pour la retenir à la vie. On frappa à la porte. Une infirmière passa la tête. Docteur Moreau, un homme demande à voir Madame Dubois. Il prétend être son mari. Le sang de Nicolas se figea. Les yeux de Sandrine s'agrandirent de terreur. Non, souffla-t-elle. Avant que Nicolas ne puisse réagir, la porte s'ouvrit sur Stéphane Leroy, l'élégance même. Manteau de marque, souliers vernis, et ce sourire charmeur qui avait trompé tant de monde. Sandrine, dit-il d'un ton mielleux. Tu as minci. Nicolas se dressa d'un bond. Sors d'ici. Stéphane eut un rictus méprisant. Le chevalier servant. C'est amusant, je ne t'ai pas vu quand elle crevait la faim. La respiration de Sandrine devint sifflante. Stéphane, je t'en prie, pars. Passant mes enfants, rétorqua-t-il, son ton se durcissant. Tu me les as volés. Tu penses les cacher dans la tour d'ivoire de ton frère? Nicolas s'avança, la voix menaçante. Tu n'as plus aucun droit sur eux. Stéphane éclata de rire. Je suis leur père. Et moi, je suis celui qui s'assurera que tu ne leur feras plus jamais de mal, siffla Nicolas. L'atmosphère était électrique. Le personnel médical commençait à s'attrouper. La voix de Sandrine s'éleva, fragile mais claire. Stéphane, regarde-les. Regarde le mal que tu nous as fait. Tu as perdu le droit de te dire leur père le jour où tu as levé la main sur moi. Pour la première fois, Stéphane fut pris de court. Il ouvrit la bouche, la referma, puis fit demi-tour, non sans lancer, vous le paierez. La porte claqua. Nicolas laissa échapper un souffle tremblant. Il se retourna vers Sandrine, affaissée contre ses oreillers. C'est terminé, dit-il. Vous êtes en sécurité. Elle lui offrit un faible sourire. Pour le moment. Mais promets-moi, Nicolas. S'il m'arrive quelque chose, promets de les garder unis. Ne les laisse pas grandir séparés. Il se pencha, front contre front. Je te le promets. Je le jure. Dehors, la pluie cessa. Manon grimpa sur le lit, prenant un jumeau dans chaque bras. Sandrine les contempla, le visage apaisé pour la première fois depuis des années. Tu vois, maman, chuchota Manon. On est tous là. N'aie plus peur. La main de Sandrine caressa la joue de sa fille. Non, mon amour, dit-elle. Je n'ai plus peur. Et pour la première fois depuis la tempête, la famille Dubois-Moreau était ensemble. Brisée, incomplète, mais enfin réunie. La neige avait de nouveau recouvert la vallée, mais elle n'avait plus rien de menaçant. La tempête qui avait presque coûté la vie à 3 enfants était un lointain souvenir, et la demeure, autrefois monument de silence et de regret, vibrait maintenant de rire, de lumière, et du son de petits pas sur le marbre.
C'était le premier hiver depuis que Sandrine Dubois s'était éteinte, dans son sommeil, en tenant la main de Manon et en lui murmurant que l'amour est le seul bagage qui vaille la peine de traverser le froid. Le docteur Nicolas Moreau avait tenu sa promesse. Il avait inhumé sa sœur au pied d'un bouleau sur sa propriété, avec vue sur le lac gelé d'Annecy qu'elle chérissait. Chaque matin, il venait avec son café et lui parlait, comme si elle pouvait l'entendre. Parfois, il lui semblait percevoir sa voix dans le murmure du vent, le taquinant sur sa nouvelle sentimentalité. 6 mois avaient passé. La douleur était toujours là, sourde, mais la maison avait repris vie. Manon, qui avait maintenant 6 ans, parcourait les couloirs en poursuivant Léo et Lucas, dont les déplacements à 4 pattes étaient si rapides qu'ils faisaient rire Monique aux larmes. Les pièces jadis aseptisées étaient désormais joyeuses, des dessins étaient fixés au mur, des jouets jonchaient le sol, et un parfum de cannelle flottait depuis la cuisine, où Monique passait plus de temps à pâtisser qu'à se reposer. Nicolas, près de la baie vitrée du salon, observait les 3 enfants jouer dehors. Vêtus de manteaux rouges identiques, ils s'affairaient à construire un bonhomme de neige. Manon dirigeait les opérations, expliquant que, selon maman, le nez doit être bien droit, pas de travers comme la dernière fois. Un sourire teinté de mélancolie étira ses lèvres. Longtemps, il avait confondu le silence de sa maison avec la force, l'isolement avec la paix. Il comprenait maintenant que la paix, c'était cela, le son des rires d'enfants, le désordre heureux d'une famille qui investissait chaque recoin. Ce soir-là, le ciel se mit à changer. L'air se stria de voiles verts et violets. Des aurores boréales, précoces, dansaient à l'horizon. Nicolas et là les enfants, rentrez, il va faire trop froid. Mais Manon éclata de rire. Oncle Nicolas, regarde. Le ciel danse. Il sortit les rejoindre. Les lumières célestes ondulaient, et le temps sembla suspendu. Manon lui prit la main. Maman disait que quand on voit ça, c'est que les anges nous regardent, dit-elle. Nicolas s'accroupit à sa hauteur. Alors ta maman nous regarde en ce moment, répondit-il. Et elle est très fière de toi. Les yeux de Manon brillèrent. Tu crois qu'on lui manque? Il sentit sa gorge se nouer. Chaque jour. Mais je crois qu'elle est heureuse de vous savoir en sécurité. Les jumeaux babillaient, tendant les mains vers le ciel coloré. Monique, sur le seuil, drapée dans son châle, le visage baigné de la lueur surnaturelle, ajouta, elle serait fière de vous aussi, docteur Moreau. Vous avez tenu parole. Il ne répondit pas, le regard perdu dans le spectacle céleste, sentant la présence de Sandrine dans chaque bouffée d'air glacé. La culpabilité s'était muée en une forme de gratitude apaisée. Les mois suivants, la maison continua sa métamorphose. Nicolas transforma une aile en bibliothèque pour enfants, avec des poufs moelleux et une fresque murale peinte par Manon. Son ancien cabinet médical devint une galerie d'art, exposant des dessins légendés, maman, oncle Nicolas, Monique, et 3 enfants souriant sous le titre « Notre famille ». Le soir, une fois les jumeaux endormis, Nicolas et Manon se retrouvaient souvent près du feu. Elle lui racontait les histoires de sa mère, peuplée de princes timides et de voyageurs égarés qui retrouvaient leur foyer. Maman disait que les histoires, ça répare ce qui est cassé, affirmait-elle. Il la croyait. Un après-midi, Nicolas reçut une lettre de Valérie Leclerc. Elle contenait une photo et quelques mots. La photo montrait Sandrine sur un banc, Manon endormie sur ses genoux, les jumeaux à ses côtés. Le mot disait, elle parlait de vous sans cesse. Elle n'a jamais douté que vous lui pardonneriez. Nicolas contempla longtemps la photo, les larmes brouillant sa vue. Il la posa sur le manteau de la cheminée, près de l'empreinte des mains des enfants. Ce soir-là, il les réunit près du feu. Votre mère voulait que je vous dise quelque chose, commença-t-il. Elle disait que le passé n'est qu'une ombre, et que l'important, c'est de se tenir là où le soleil se lève. Manon réfléchit. Alors, on est au soleil, maintenant? Il sourit. Oui. Exactement là où nous devons être. Les jumeaux applaudirent, et il laissa échapper un rire, un vrai rire, libéré de tout poids. Plus tard, il sortit sur le balcon. La neige scintillait sous la lune. Au-dessus des montagnes majestueuses, les aurores dansaient de nouveau. Tu avais raison, Sandrine, murmura-t-il à la nuit. La famille, ce n'est pas le sang. C'est d'être là. Et je serai là pour eux, jusqu'à la fin de mes jours. Une brise fit frémir les arbres, et il crut un instant entendre son rire, léger et moqueur.
En rentrant, il s'attarda devant la chambre des enfants. Manon dormait, un bras protecteur sur ses frères. Une veilleuse projetait une lueur douce sur leur visage serein. Il resta là, s'imprégnant de cette chaleur. La maison était calme, mais d'un calme nouveau, un calme vivant. Les fantômes du passé avaient cédé la place au rythme apaisant de l'amour. Nicolas reprit du service bénévole à l'hôpital local, se consacrant aux enfants délaissés. Il baptisa son programme la Fondation Sandrine. Quand on l'interrogeait, il répondait « Parce qu'une femme m'a appris que le pardon peut bâtir des foyers plus solides que n'importe quel mur ». Les soirs d'aurore boréale, il emmenait les enfants sur la terrasse, emmitouflés dans des plaids, et leur montrait le ciel. « C'est elle, disait-il. Elle veille toujours sur nous. » La forteresse de solitude était devenue un havre de paix, vivant, imparfait, et riche de secondes chances. Sous les lumières dansantes du ciel, la famille Moreau, régénérée par le deuil et l'amour, avait enfin trouvé un foyer, dans une chaleur que nul hiver ne pourrait jamais éteindre. Alors que la neige revenait sur les écrins, l'histoire de Manon, ses frères, et le docteur Nicolas Moreau achevait sa boucle. Une histoire née dans la nuit et qui s'achevait dans la lumière. Le courage d'une enfant de 5 ans l'avait guidée à travers le blizzard jusqu'au cœur d'un homme qui avait oublié comment aimer. La maison, symbole d'isolement, était devenue un sanctuaire. Par le rire, le pardon et la perte, ils avaient bâti des liens plus forts que ceux du sang, un foyer reconstruit non sur la perfection, mais sur la compassion. Manon devint une jeune fille lumineuse et courageuse, héritière de la tendresse de sa mère Sandrine et de la force tranquille de son oncle. Les jumeaux s'épanouirent. Nicolas apprit que la rédemption ne réside ni dans la fortune ni le succès, mais dans le simple fait d'être présent, jour après jour. Les fantômes du regret n'avaient pas disparu, mais ils n'avaient plus le pouvoir. À leur place régnait la gratitude de celui qui a survécu à la tempête et qui a choisi l'amour. Cette histoire nous rappelle que les plus grands miracles se présentent parfois sous les traits les plus fragiles, frappant à notre porte au moment le plus inattendu. Elle nous enseigne que le pardon, même s'il est ardu, peut faire fondre les glaces les plus épaisses de l'âme. Quelle que soit la distance qui nous sépare de ceux que nous aimons, il n'est jamais trop tard pour tendre la main, passer un coup de fil, ouvrir sa porte. La vie nous offre des secondes chances, si nous avons le courage de les saisir. En refermant ce récit, demandez-vous, qui, dans votre entourage, mérite une nouvelle chance? Qui attend peut-être, de l'autre côté de la tempête, que vous lui ouvriez votre porte? Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, et à partager. Votre soutien nous permet de continuer à créer des récits qui nous rappellent à tous que, même dans le plus grand froid, l'amour finit toujours par trouver son chemin.